Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on écoute les enseignements d'Eliezer Charodotsky et tu veux nous parler de l'histoire entre les gouttes de l'histoire. J'ai pas tout compris, mais on va développer. Bechavot. Erev Tov, tout d'abord, désolé pour le retard. En fait, c'est Johan qui a sauvé la situation parce que je ne l'avais pas noté. On en avait convenu, mais je sais pas pourquoi, j'ai oublié visiblement de noter le truc, notre rendez-vous. Mais Baruch Hashem, j'ai pas oublié le sujet. Passer entre les gouttes de l'histoire. Alors, je nous rappelle à tous de quoi on a parlé la dernière fois, que notre euh, vie nationale avec sa terre, avec son agriculture, avec sa place géopolitique, avec sa démographie, etc., ça prouve par le, par la nature l'aspect surnaturel de notre existence. La nature même, comme on est mal placé, comme on est dans véritablement le couloir qui fait le lien entre les empires où ils se livrent guerre après guerre, etc., etc. Et puis on a dit que, en fait, euh, l'existence sur cette terre d'un petit peuple sans défense géographique, topographique, placé en plus sur l'épicentre, point de frottement entre trois plaques tectoniques, avec des tremblements de terre tous les 90 ans, etc., 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 il faut être fou pour choisir cette terre pour s'y établir. Et pour preuve, personne, sauf le peuple juif, n'a exercé de souveraineté sur cette terre. On a dit encore beaucoup de choses, mais ce dont on a convenu de parler aujourd'hui, eh bien, c'est l'aspect historique de la chose. Et pour cela, on va considérer euh, trois époques, à savoir les époques des trois retours du peuple d'Israël sur sa terre. La première, c'est à l'époque de la sortie d'Égypte. La deuxième, c'est la Shivat Sion, retour à Sion de l'exil babylonien perse. La troisième, eh bien, c'est les temps modernes. C'est notre époque. Comment est-ce qu'on appelle la sortie d'Égypte en hébreu? On l'appelle la Yetziat Mitzrayim. Lorsqu'on traduit ce terme de manière littérale, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il s'agit de la sortie de l'Égypte. Sortie de l'Égypte, c'est-à-dire c'est les Égyptiens qui sortent. Nous, automatiquement, on comprend ça comme sortie des Juifs du peuple juif, sortie des Juifs d'Égypte. Maintenant, lorsqu'on regarde l'échiquier géopolitique à l'époque de la sortie d'Égypte, eh bien, on voit une chose très intéressante. Avant notre sortie d'Égypte, je vous fais l'économie de toutes les dates, etc., etc., plus ou moins 15e siècle avant l'ère vulgaire, eh bien, les empires se livrent combat.
l'empire égyptien et l'empire Chet, qui se trouve quelque part au sud de la Turquie actuelle. Ils se livrent un combat qui les épuise tous les deux. En plus de ça, vous pouvez rajouter des crises climatiques qui se répercutent sur les récoltes, etc., etc. Et on voit une chose intéressante qui se passe, l'empire égyptien qui se replie de Canaan. Jusque-là, les rois, la terre de Canaan, ça fait partie de l'Égypte. Ça fait partie de l'empire égyptien. Vous ouvrez par exemple les Kitvei Ameharot, les écrits des malédictions qui ont été découverts en Égypte, qui datent du XXe siècle avant l'ère vulgaire. Qu'est-ce que vous y trouvez? Vous y trouvez une chose très... Vous y trouvez une chose très simple. Vous y trouvez des plaintes successives de tous les petits rois de Canaan à qui? À Pharaon. Il y en a un qui dit, celui-là, mon voisin, il m'embête, et puis il m'attaque, et puis il veut te trahir, et il t'aime moins que moi je t'aime, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on apprend de ces lettres? Que le souverain, c'est le pharaon. Et les vassaux, c'est les rois de Canaan. Et tout d'un coup, vous ouvrez le livre de Yehoshua, vous ouvrez le livre des Shoftim, des juges, vous trouvez là-bas des Moabites, vous trouvez là-bas des Ammonites, vous trouvez là-bas des Cananéens, vous trouvez là-bas des Philistins, vous trouvez là-bas des Midianites, vous trouvez là-bas tous les peuples avec lesquels on fait la guerre, sauf un. ולשחק שם בכדור? ומתי אתה חוזר? בסדר. L'Égypte est comme sortie, mais complètement de la carte géopolitique de la terre de Canaan, de Eretz Israël. L'Égypte n'est plus là. Et là, ce qu'on apprend, et encore une fois, je cite le livre de Netanel Ellinson, ce qu'on apprend de cette chose, eh bien, c'est un fait très intéressant. C'est que pour revenir sur sa patrie, le peuple juif ne suffit pas d'être organisé, armé, etc. Il faut aussi savoir profiter des connaissances, des circonstances géopolitiques, à savoir l'affaiblissement des grands empires. C'est-à-dire, c'est comme si les historiens appellent ça l'histoire qui retient son souffle, l'histoire qui ouvre une fenêtre qui permet à un petit peuple d'entrer dans l'espace qui est généralement occupé, suroccupé par les grandes puissances. De s'intégrer, de mettre la pied dans la porte, et hop, et c'est fini. Et comment on les appelle? Les Égyptiens, ils ne sont plus là. D'ailleurs, les Babyloniens non plus. Et les Chètes non plus. Qui reste? Des petits peuples. Ils font certes une coalition, la coalition des 5 rois, la coalition des 31 rois, etc. Mais ce n'est pas une superpuissance. Ce n'est pas un empire.
En train de te confondre, là. Maintenant, OK, vous pouvez dire, Besséd, ça, c'est un cas de figure miraculeux où la présence divine est évidente, la prophétie, elle est là, la Shekhinah, elle est là, les tables de la loi, ils sont là, l'attente de la présence divine, elle est là. Ok, alors naturellement, elle repousse tout. Mais non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on voit c'est un prototype. Venez, on passe au second temple. Qu'est-ce qui se passe à l'époque du second temple? Eh bien, tout d'abord, on revient sans faire la guerre. D'accord? Qui c'est qui nous envoie? Cyrus. D'ailleurs, on pensait que la déclaration de Cyrus, qui appelle toutes les nations à rentrer chez elles, qui est très, très atypique du comportement d'un empire, eh bien, on pensait que c'était une invention de la Bible. Ah, ça, c'est les Juifs qui inventent des trucs qui ne sont pas rationnels. Ils sont pas... Jusqu'à ce que, il y a un peu plus de 150 ans, ça a été découvert en Mésopotamie, le rouleau de Cyrus. Là, je m'excuse si je n'avais pas oublié qu'on avait conférence, qu'on devait se rencontrer aujourd'hui, je vous l'aurais montré. Le rouleau de Cyrus avec, on peut dire, la première véritable déclaration des droits des nations. Chaque peuple, vous pouvez retourner chez vous. Et le peuple juif, naturellement, lui aussi. Maintenant, OK. Et puis, ça continue. Arrive la conquête grecque. D'abord, on est sous la tutelle des Ptolémées, qui règne en Alexandrie et dont le règne s'étend jusqu'en Eretz Israël. Ça va environ de l'an 300 à l'an 200, avant l'ère vulgaire. Et puis, il y a la bataille de Rafiach, il y a la bataille de Banias, où ce sont les Séleucides qui remportent la victoire sur les Ptoléméens et qui s'emparent de Eretz Israël. Alors là, on passe sous la tutelle des Séleucides, les Sélefkim, les Antiochus, Antiochus Ier, Antiochus II, etc. Et puis arrive la révolte des Maccabim, d'accord? Et là, comment on voit généralement la chose? Les Maccabim, c'était les grands, vraiment grands héros qui ont vaincu une superpuissance mondiale. Et là, il commence à avoir un petit problème. Pourquoi? Parce que certes, les Grecs, ils étaient très forts. Les Séleucides, ils étaient très forts. Mais ça fait un certain temps qu'ils ne sont plus une superpuissance, loin de là. Certes, ils ont vaincu les Ptoléméens. Mais à la dernière bataille, lorsqu'ils voulaient pas seulement vaincre, mais conquérir l'Égypte, qui les a arrêtés? Les Romains. La fameuse histoire où Antiochus Epiphanes veut conquérir l'Égypte, il rencontre sur son chemin le commandant romain qui lui dessine un cercle autour de lui, qui lui dit, écoute, maintenant mon ami, si tu ne fous pas le camp, tu ne sors pas de ce cercle. Maintenant, tu rebrousses chemin et je ne te vois plus ici. Capiche? Capiche. Et bon, ce n'est pas du latin, je m'excuse. Ce qui fait que Antiochus, le quatrième,
fait demi-tour et là, petit à petit, commencent les décrets, etc., et commence la révolte. La révolte des Maccabim. On voit que, encore une fois, cette révolte, elle se déroule pas dans un contexte hors histoire, mais dans un contexte très, très, très historique. Et ce que nous révèle l'histoire générale, c'est que, encore une fois, on s'insère dans une, comment dire, dans une fenêtre, dans un moment, quelques décennies, où l'histoire retient son souffle. D'ailleurs, vous savez, il y a 8 batailles des Maccabim, 8 grandes batailles de Yehuda Maccabi. Ensuite, ça continue, mais il y a 8 batailles. Les 4 premières sont des batailles où on remporte la victoire. Et après la 4e bataille, Yehuda Maccabi et ses forces entrent à Jérusalem, entrent dans le temple souillé par les Grecs, purifient le temple et allument les bougies du tabernacle avec la fameuse fiole et toute l'histoire que l'on connaît. Mais après cela, il y a un 5e combat où les Grecs arrivent avec toutes leurs armées. Et c'est un combat qui se déroule à Beit Zecharia. Là, je vous parle, je suis à Gush Etzion. C'est à 2 kilomètres de là où je me trouve. Juste en face de chez moi, c'est Elazar. Pourquoi est-ce que le Yishuv, il s'appelle Elazar? Parce que c'est le lieu où est tombé l'un des 5 frères Maccabim, Elazar, quand il s'est jeté sous l'éléphant qu'il croyait porter le commandant des Grecs. Il lui a tranché le ventre avec son épée et l'éléphant s'écroulant sur lui l'a écrasé. D'ailleurs, les éléphants à l'époque, c'était une arme non conventionnelle. C'était comme l'arme nucléaire aujourd'hui. Ils balayaient tout sur leur passage. Et les Grecs ont remporté la victoire. On pourrait croire, on oublie ça. S'ils ont remporté la victoire, il en est fini du Beit Hamikdash, il en est fini de la pureté, il en est fini de toutes nos victoires. Finita la commedia. Mais là, voilà que le commandant grec est rappelé à Antioche, dans sa capitale. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une révolte à la cour royale et il doit lutter maintenant, pas contre les Juifs, il doit lutter pour sauvegarder son pouvoir dans son pays. Alors, il ne peut pas laisser les Juifs comme ça juste repartir et après la bataille de Beit Zecharia. Alors, il conclut un accord avec Yehuda où il lui donne une certaine mesure d'autonomie religieuse, spirituelle, mais pas seulement, aussi nationale. Reconnaissant sa légitimité, reconnaissant son pouvoir. C'est-à-dire, on voit que notre victoire est obtenue pas quand on a remporté 4 victoires, mais à la 5e quand on a été battu. Et malgré le fait qu'on ait été battu, le vainqueur, Céron, si je me rappelle bien, le vainqueur, pour des raisons de politique intérieure à Antioche, en Syrie, conclut un accord qui reconnaît la légitimité du pouvoir des Maccabim, des Chasmonéens. C'est-à-dire, encore une fois, et à double titre,
on voit que l'indépendance, pas seulement spirituelle, mais politique et nationale, qui après 25 ans de combat en l'an 141 environ avant l'ère vulgaire, va être acquise par les Maccabim, c'est aussi dû à la capacité de profiter d'un, si je peux appeler ça, d'un vide historique où les superpuissances n'exercent plus leur plein pouvoir en Eretz Israël. Et comment ça s'achève? Avec un accord qu'on conclut entre la Judée et l'Empire romain qui est en train de devenir empire. La République romaine, pardon, qui est en train de devenir empire. Vous comprenez? Et qui nous reconnaissent en tant qu'alliés symétriques, qui disent dans l'accord, il est dit, si on est attaqué, ils viennent nous défendre, et si les Romains sont attaqués, on vient les défendre. Oh, mais attends, mais nous, on est là, un petit, en Judée, vous voulez voir les frontières de Judée, vous allez aujourd'hui à Ramat Khalkhul, Ramat Yehuda, c'est 10 km de Ephrat, et vous voyez, et c'est la frontière sud, vous regardez au nord, vous voyez la prochaine montagne que vous voyez au loin, c'est à Ophra, non, Ammon. Ammon, voilà, c'est les frontières. C'est toute la frontière de Judée. Je ne sais pas, 40 km de longueur, pas plus. Zéou. Et nous, on conclut un accord qui est dit que si l'Empire, la République romaine est attaquée, eh bien, c'est la petite Judée qui doit venir la défendre. Bon, bien entendu, c'est une formule qui est toujours employée, mais quand même, il y a là une alliance entre la Judée qui vient de reconquérir son indépendance et l'Empire romain. Les Romains qui sont en train de devenir empire, ne sont pas encore un empire. Donc, on voit que encore une fois, on s'intercale dans une dans une époque et dans une, comment dire, une constellation de rapports de pouvoir tels et autres entre les puissances qui nous permettent finalement d'acquérir notre indépendance. Chose impensable à l'époque de la toute-puissance grecque ou romaine ou égyptienne ou babylonienne ou perse ou quoi que ce soit. Lorsque les Perses nous envoient en Eretz Israël, ils disent, vous construisez votre temple avec des planches de bois pour que si vous révoltez, eh bien, on puisse vous le brûler. Et non, pas d'indépendance. Vous construisez votre temple, mais il ne s'agit pas d'indépendance politique. Non, vous faites partie de l'Empire perse, vous êtes un des 127 pays qui en fait partie, qu'on lit à la Megillat Esther. Et jusque-là, ça va? On continue. On pourrait croire, ça c'est quand même l'époque biblique. C'est quand même l'époque du Tanakh. Bon, certes, la Perse, oui, mais les Grecs, déjà plus, mais c'est assez proche. Il y a encore des restes de l'époque biblique, prophétique. Mais quand il s'agit de nos temps modernes, de l'époque contemporaine, ces règles ne valent plus. Et puis vous regardez 1948. Qu'est-ce qui se passe? À la Première Guerre mondiale, les grands empires
sont dépecés, cessent d'exister. L'Empire ottoman, il n'est plus là. L'Autriche-Hongrie, auf Wiedersehen. L'Empire russe, de Svidania. Les Britanniques, ils sont encore là et ils sont nos amis. Mais attendez, avant les Britanniques, pourquoi est-ce que dans les congrès sionistes, on ne parle jamais d'État juif? C'est pourtant le titre du livre de Binyamin Ze'ev Herzl, Nachon. Il parle de l'État juif. Alors pourquoi est-ce que on parle d'un foyer national au programme de Bâle qui a été comment dire, accepté, qui a été légiféré au premier congrès sioniste, Tochnit Basel, à programme de Bâle, eh bien, on parle du but sioniste en tant que quoi? En tant que foyer national garanti par le droit international, par le droit public, comme on l'appelait à l'époque. Mais attendez, mais les États, ça existe déjà? Pourquoi on ne parlait pas d'État? On ne parle pas d'État parce qu'en Eretz Israël, il y a un autre État, même plus qu'un État, il y a un empire, il y a les Ottomans. Et lorsqu'on demande des faveurs à ces Ottomans, eh bien, ils nous disent la chose suivante. Écoutez, non, vous ne ferez pas avec nous de la vivisection. Si vous voulez, attendez qu'on dépérisse, alors vous pourrez hériter de votre terre. Mais tant qu'on est là, prendre Eretz Israël, c'est faire de la vivisection de l'Empire ottoman. Ça ne marche pas. Je suis contre, c'est ce que dit le sultan. Je ne veux pas accepter ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on achète des terres par-ci, on achète des terres par-là, on essaie de s'établir, on essaie de donner des pots de vin à droite, de donner des pots de vin à gauche, à Kol Besed. Au niveau politique, on parle de foyer, on ne parle pas d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a un État qui est là. Pendant la Première Guerre mondiale, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'empire ottoman. Plus que cela, les empires qui existent, la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, eh bien, c'est eux qui luttent pour des zones d'influence au Proche-Orient. La France, elle veut la Syrie, elle veut le Liban. Les Britanniques, ils sont déjà en Égypte. La France, bon, je ne parle pas d'Afrique du Nord, d'accord, pas du Proche-Orient. Les Britanniques, ils sont déjà en Égypte. Ils veulent occuper Eretz Israël. Donc, ils sont nos alliés. Déclaration Balfour, elle nous propose un foyer national juif en Palestine. Elle le voit d'un bon œil. Et puis, à la première bougie de Hanouka, 1917, le général Allenby entre à Jérusalem, le 24 du mois de Kislev, 1917. Et voilà que l'empire qui nous a promis un foyer national en Eretz Israël, c'est aussi l'empire qui est venu libérer la terre de l'Empire ottoman. Yofi, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Mais maintenant, avec le temps passant, les choses tournent mal. Aux Britanniques, ça ne prend pas plus de 20 ans pour faire une volte-face entière par rapport à leurs obligations vis-à-vis du peuple juif. Mai 1939 sort le 3e livre blanc de Ramsay MacDonald qui interdit pratiquement tout achat de terre par les Juifs en Eretz Israël, réduit la Aliyah à 15 000 personnes par an, pas par mois, pas par semaine, par an,
alors qu'il y a 1 million de Juifs qui attendent leur certificat d'Aliyah en Europe orientale surtout, les Britanniques ferment la porte. Et dans ce livre blanc, ils disent que toutes nos obligations contractées vis-à-vis du peuple juif ont été déjà remplies. Fini. Alors, quelle est la suite du programme? La suite du programme, c'est un État arabe avec une minorité juive. On ne le dit pas, mais de fait, dans l'État de dhimmi, on revient au statut de dhimmi et tout le reste, c'est uniquement avec l'acquiescement des Arabes. Les Britanniques, ils ont fait marche arrière. Ils n'ont pas fait marche arrière, ils ont fait volte-face. Demi-tour de 180 degrés. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est prêt à déclarer l'État à 37, 38, on est là, on est prêt, on frise le demi-million, on a toutes les structures étatiques, politiques, culturelles, tout. Agriculture, armée, santé, sociale, tout. Il manque juste une chose, l'accord des Britanniques. Les Britanniques même étaient prêts à nous donner un petit État, c'est ce qu'a recommandé la commission Peel, fin 37, fin 36 et 37. Il a dit, il faut partager. Mais qu'est-ce que font les Britanniques, le gouvernement britannique? Le jour de la nuit de cristal, oui, le jour de la nuit de cristal, le 9 novembre 1938, ils enterrent les recommandations de la commission Peel. Le jour même où s'ouvrent les portes de l'enfer, se referment les portes du salut. Thank you very much. Not my pleasure. Not our pleasure. Et là arrive la catastrophe. Fini la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui commence? La décolonisation. L'Empire britannique n'est plus un empire. L'Empire britannique n'a plus la force d'envoyer 100 000 soldats en Eretz Israël. Ils rendent le mandat aux Nations Unies. Ils ne peuvent pas supporter qu'on fouette, je m'excuse, fesses nues les sergents britanniques, qu'on les pende dans la forêt près de Netanya. 2 officiers britanniques, ceux qu'ont fait le Etzel, Irgun Tzva'i Leumi, ils rendent leur mandat aux Nations Unies. Vote sans précédent aux Nations Unies du 29 novembre 1947, où pour la seule et unique fois, l'Union soviétique et les États-Unis votent ensemble pour soutenir l'État juif. Tout le reste du temps, ils étaient aux antipodes. Tout d'un coup, URSS, avec tout le bloc soviétique, c'est pas seulement l'URSS, c'est l'Ukraine, c'est la Biélorussie, c'est la Pologne, c'est la Tchécoslovaquie, etc. Ils votent pour les Juifs, pour le peuple juif. L'Amérique aussi, les pays de l'Amérique du Sud, beaucoup, etc. On a les 2 tiers nécessaires. Et tout d'un coup, on peut établir notre État avec les Britanniques qui sont forcés à quitter le pays après leur volte-face et les Américains et les Russes qui sont les premiers à reconnaître l'État juif. Vous imaginez le truc? Parce que eux, tous les deux, ils ne sont pas encore là. Et les Soviétiques, ils n'ont pas encore décidé pour qui ils sont. Parce que les Arabes
contrairement à la fin des années 50-60, quand les Russes vont partir en lune de miel avec euh, les Arabes, fin des années 40, ce sont des royalistes féodaux, anticommunistes, contre-progrès, antisocialistes. C'est des personnes à qui on ne parle pas. Et en Israël, il y a le parti MAPAM qui rafle 20 députés à la Knesset. C'est des marxistes. Ils voient en Staline le soleil des peuples, etc., etc. On peut miser sur Israël. Et c'est ainsi qu'en Israël, il y a les soldats sionistes et marxistes, ils livrent un double combat pour le sionisme et contre l'impérialisme arabe. Parce que le sionisme est perçu comme du bon côté de l'histoire, du côté du bloc communiste. Vous imaginez le truc? Les Américains, eux, ils sont dans leur New Deal, Marshall, Tornit Marshall, etc., etc. Ils se préoccupent avant tout de retaper l'Europe. Le pétrole, c'est assez loin d'ici. Israël, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et c'est ainsi que le petit État d'Israël, avec à peine 700 000, 750 000 habitants, déclare l'indépendance. Encore une fois, l'histoire retient son souffle. Vous comprenez, c'est-à-dire que la dernière fois, on a parlé que Israël s'intercale sur un territoire le plus dangereux qui soit. Mais on n'a pas répondu à la question, mais comment s'intercaler sur un tel territoire? La réponse, attendre le moment propice, où les empires sortent d'Eretz Israël, comme l'Égypte, où les empires s'affaiblissent, comme les Grecs séleucides, où il y a la décolonisation, où il y a d'abord la chute des empires pendant la Première Guerre mondiale, à commencer par l'Empire ottoman, et la décolonisation avec la Grande-Bretagne qui quitte ses positions coloniales. Alors que l'URSS et les Américains ne sont pas encore présents. Ils viennent juste d'en venir des empires. Ils ne l'étaient pas dans l'entre-deux-guerres. L'Union soviétique était en train de combattre la famine, la disette dans les années 30, les luttes intestines, etc., etc., etc. Le fameux discours de Churchill à Fulton, je ne sais pas comment on dit en français, de 1946, si je ne me trompe pas, qui parle d'un rideau de fer, c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale. C'est pas avant. Et c'est là qu'on s'intercale. Après la Shoah, après avoir perdu 6 millions, le tiers de notre peuple, on trouve les forces et la vaillance et les ressources de mettre un pied dans la porte et ensuite de l'ouvrir et ensuite d'entrer, de s'établir, de vaincre les ennemis et ensuite de commencer à conquérir encore une porte, la cuisine, la chambre à coucher, le salon, le balcon, etc. Le balcon, c'est le Ramat Golan, Mirpeset Shel Medina, le balcon du pays. Et c'est un truc fou.
c'est un truc fou. Mais maintenant, il y a un défi. Le défi, c'est que après qu'on se soit inséré, incrusté dans ce moment propice, eh bien, les puissances reprennent leur souffle. Elles reviennent sur le terrain. L'Union soviétique revient sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bon, il y a Ben Gurion, il dit Israël ne peut pas exister et combattre sans avoir ne serait-ce qu'une grande puissance pour allier. Dans les années 50, c'est la lune de miel avec la France. Elle nous livre les Mirages, les Vautours, les hélicoptères, les vedettes, les navires, tout. L'arme nucléaire même. C'est fou. C'est fou ce qu'elle nous donne. En 1956, on mène la guerre contre l'Égypte, Mifta Kadesh, la guerre du canal de Suez. On a des alliés, la France et l'Angleterre. Mais voilà que les choses changent. En 67, tout d'un coup, De Gaulle dit que non, 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 je n'ai plus aucun problème avec les Arabes et du coup, je n'ai plus aucun intérêt avec les Juifs. Peuple sûr de lui et dominateur, je couperai les vivres à celui qui attaquera le premier, qu'il dit la veille de la, pas en ces termes, mais quelque chose comme ça, la veille de la guerre de 6 jours. Les Américains ne sont pas encore avec nous. Les Russes sont déjà contre nous. Les Arabes, naturellement, Égypte, Syrie, Jordanie, plus Irak, Arabie, etc. Chacun envoie son contingent pour combattre les Juifs. Et puis, c'est une victoire sans précédent. D'ailleurs, ça rappelle la victoire de la guerre d'indépendance. Personne n'était encore avec nous. Au contraire, on était boycottés. Interdit de vendre des armes à Israël. Ah oui, bien sûr, on a voté pour vous. On vous a même reconnu. Mais nous, n'osez pas avoir des armes. OK. Alors, on fait appel à nos amis aux États-Unis. Des officiers de l'armée américaine, de l'armée de l'air, ils viennent avec leur avion. Parce que tu pouvais, du moment que tu étais démobilisé, tu pouvais emporter avec toi ton avion. Cela dit, tu devais renoncer à beaucoup de choses, parce que si tu, comme le premier grand stratège de l'armée d'Israël, David Marcus, qui a véritablement bâti en quelques semaines qu'il était en Israël, à peine quelques mois, il a bâti toute l'armature de l'armée d'Israël. Pour venir ici, il était colonel américain, il a dû renoncer à toute sa retraite de la part de l'armée américaine. Ah, tu veux combattre chez les Juifs? OK. Signe que tu renonces à tant et tant de milliers de dollars, etc., que tu dois recevoir. Plus que cela, pour avoir des armes, on fait appel à la mafia juive de New York, des États-Unis, qui fait appel à la mafia italienne, qui fait appel à la mafia des ports, et qui embarque des armes en quantité, démonte, embarque, envoie en Eretz Israël, ils arrivent, on les remonte. C'est comme ça qu'on s'arme. La Tchécoslovaquie nous envoie aussi quelques armes par la Yougoslavie qui atterrissent à partir de mars 48 sur la route, aujourd'hui c'est la route, je crois, numéro 3,
entre Beth Shemesh et Ashdod, Ashkelon. Et on essaye de faire de tout ce qu'on trouve. Et pour finir, c'est une victoire. On s'établit. On était seul. L'opération aux Irak, où on détruit la centrale nucléaire de Saddam Hussein, d'ailleurs aussi fournie par les Français. Encore une fois, on gâche toutes nos relations avec nos meilleurs amis, les Américains. Comment vous pouvez faire Ronald Reagan, 81, il est président, était 80. Hey, qu'est-ce que vous faites? Sans me demander, George Bush va nous remercier 20 ans plus tard, quand il va attaquer l'Irak. Mais encore une fois, on voit que maintenant qu'on a profité de cette opportunité historique unique pour se maintenir, il faut savoir bien mener le jeu. Et bien mener le jeu, c'est tantôt jouer avec les puissances, avec les superpuissances, et tantôt déjouer les puissances et les superpuissances. Parce que ces puissances, eh bien, elles sont leur soutien, parfois, il est très, très dangereux. Exemple, guerre de Kippour. Pourquoi est-ce que la guerre de 6 jours, on l'a commencé par une attaque préventive? On l'appelle la guerre des 4 heures, où on a annihilé toutes les forces de l'air égyptiennes. Parce qu'on s'en foutait du nom de Gaulle et que les Américains n'étaient pas encore là pour nous dire no, don't. Le fameux don't de Biden. Thank you very much, Ken. Et donc, on a attaqué comme bon nous semblait, comme on jugeait bon. À Yom Kippour, pourquoi on n'attaque pas? Parce que les Américains nous disent, vous n'allez pas attaquer les premiers. Sinon, on va vous couper le ravitaillement. Et quand on est à bout de munitions, Kissinger, ce juif de cour américaine, Henry Kissinger, eh bien, il dit, let them bleed. Il faut qu'ils perdent du sang pour qu'ils arrivent aux négociations affaiblis et je pourrais les faire céder. L'alliance avec les États-Unis, ce n'est pas qu'un avantage. C'est aussi un handicap de taille. Et pas seulement ça. On dit, ah, vous avez 3 milliards de dollars d'aide militaire par an. OK. On doit les utiliser. Bah oui, vous allez acheter chez nous. On vous donne l'argent, mais vous le prenez et vous venez dans nos magasins, chez Boeing, chez Lockheed, chez General Motors, et vous nous achetez tout. Les avions, les missiles, jusqu'au fusil F-16. Ah, vous voulez développer quelque chose chez vous? Non, 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 non. Vous avez développé un avion, la vie? Non, non, non. Vous fermez la boutique. Pas d'avion. Vous achetez des F4, F15, F17, F19, F22, F23. Vous achetez que chez nous. Non, c'est pas assez clair. Attendez, vous voulez que je vous explique? Je vous coupe les vivres. Vous voulez vendre quelque chose à la Chine? Vous voulez vendre quoi que ce soit de militaire? Ah, pas de problème.
Vous venez à Washington, vous recevez notre accord. Comprenez? Donc c'est maintenant, pas pour rien qu'il y a un certain temps, Netanyahu est allé à Washington et il a dit à Donald Trump, écoute, merci pour les armes, merci pour votre aide, on veut couper court. Bien, on le fait par étapes. Qui c'est qui devrait vouloir couper cette aide? Nous, les Américains. Les Américains. Si on peut économiser 3 milliards de dollars par an, tant mieux. D'autant plus que c'est ce que cite Donald Trump comme succès dans son fiasco iranien. Ouais, la bourse, elle monte. Le pétrole, il coule. Tout va bien. C'est le pognon qui t'intéresse, yalla. Mais non, c'est nous qui venons et qui demandons à Washington de nous libérer de leur aide. Merci pour vos 3 milliards par an, on se débrouille. Pourquoi? Parce qu'on comprend que l'indépendance, elle est plus chère. L'indépendance militaire, l'indépendance en ravitaillement et toutes les autres indépendances de marché, de liens commerciaux et politiques qui en découlent. Et donc là, je reviens, la question essentielle, c'est quoi? C'est maintenant que tu as profité de l'opportunité historique, comment maintenir pied à terre et croissance et prospérité alors que les puissances reviennent de plus belle. Les États-Unis d'un côté, l'Union européenne de l'autre. Bon, la Russie, pour l'instant, elle a ses problèmes à elle. L'Iran et le monde arabe, chiite, en partie sunnite, avec la Turquie, l'Égypte, d'un autre côté. Comment tu fais? Vous comprenez? Et là, c'est notre parachat à Shavua. C'est pas pour rien. Je suis sûr que c'est pas pour rien que toutes ces choses se passent. Bidiouk, quand on est à la parachat de Balak, avec la prophétie de Bilam, qui dit Hine am levadad yishkon ubagoim lo itrashav. Voilà un peuple qui vivra par lui-même et ne sera pas compté parmi les peuples. Hop là. Attendez, alors c'est quoi? Être seul, c'est une aubaine ou c'est un danger? Ça dépend. Pendant qu'on est en galoute et que les nations nous abandonnent, c'est un grand problème. Mais quand on est en temps de Géoula et que les nations nous laissent tomber, eh bien, on revient à la fameuse phrase de Maharal qui dit que Israël n'a le choix qu'entre deux jougs, J-O-U-G, entre deux jougs, celui des empires ou celui de Kadosh Baruch Hu. Bah, le joug de Kadosh Baruch Hu, il est là, mais on le voit où il est, on ne le voit pas, mais les États-Unis, ils sont là, et Kadosh Baruch Hu. On voit dans ces 1000 derniers jours que se passent des choses absolument incroyables avec les bipérim, avec presque l'annihilation du Hezbollah, avec la destruction de l'armée syrienne en 48 heures, avec l'écrasement de ces assassins du Hamas à Gaza, la libération de tous les otages. 2 opérations de 12 jours, de 38 jours en Iran, qui aurait pu croire? Des millions de kilomètres survolés, en somme générale. Oui, j'ai laissé quelque chose sur le truc. Je reviens tout de suite.
Oui, oui, oui. Ça a failli brûler. Tout d'un coup, il y a une odeur de brûlé qui, là, ma femme n'est pas à la maison. Hein? Enfin bon, Baruch Hashem, on a sauvé la situation. Euh, euh, un peuple qui vit par lui-même et qui n'est pas compté parmi les autres peuples. Et c'est, à mon sens, c'est le défi où on est. Et c'est le défi qu'on doit relever aujourd'hui, qu'on n'a pas trop su relever à l'époque du premier et du deuxième temple, et qu'on a toutes les chances et toutes les capacités et toute la science et toute la providence pour le relever aujourd'hui. Et on a l'air bien parti. Je ne vais pas continuer l'analyse. Mais lorsque vous regardez, Israël aujourd'hui inspire. Partout où on en parle, les gens soit nous détestent, soit nous admirent. Parce que parmi tous les peuples, on est le seul à prouver une telle vaillance et une telle bravoure. Quelle est la raison profonde de la volte-face de Donald Trump? Il l'a dit. Il l'a dit il y a quelques semaines. En parlant de son peuple, du peuple américain, il a dit They cannot stomach it. Ils ne sont pas prêts à la guerre. Ils ne peuvent pas digérer, avaler la guerre. Il l'a dit. L'Europe, on n'en parle pas. Elle est en débandade, elle part en cacahuète. Ce qu'elle sait faire, c'est montrer une façade, jouer un certain jeu diplomatique, mais avec une société qui, qui se défait, qui part en déliquescence. La Russie, on n'en parle pas. L'Iran, d'après certaines sources, il y a 80% de la population qui est opposée au régime. C'est pas mal quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on voit une façade d'un régime très fort, très intrépide, très cruel, mais qui est dans un état économique pitoyable, même avec les centaines de milliards de dollars qu'il va recevoir, et qui, avec une arrogance invraisemblable, cache un État très, très, très divisé. Sur ce fond-là, Israël, avec tous nos conflits et toutes nos controverses, eh bien quand même, on sait les gérer. Notre unité n'est pas une unité conformiste, n'est pas une uniformité. Notre unité, c'est la gauche, la droite, les religieux, les laïcs, les pratiquants, les non-pratiquants, les olim, les vatikim, les séfarades, tout ce que vous voulez, et on sait gérer les différences. Et on sait s'unir autour de choses qui dépassent ces différences. Pas seulement la sécurité du pays. Il y a, je ne sais pas si vous rendez compte, mais malgré les élections, il y a un consensus total quant à la politique vis-à-vis de l'Iran, du Hezbollah, du Hamas, de la Syrie, de la Turquie, de l'Égypte, partout. Des États-Unis, consensus. L'obsédé, on se dispute sur la conseillère juridique. Join. Sur la mobilisation de nos frères Haredim. Tov. Ce n'est pas l'essentiel. Et puis, on va de victoire en victoire.
On va de victoire. On n'a plus peur de personne ici. On a franchi la barrière de la peur vis-à-vis du Hezbollah, vis-à-vis du Hamas, vis-à-vis de l'Iran. Et c'est pour ça qu'on attire haine et admiration. Ça dépend de qui. Et être seul, dans ce cas, d'un côté, je peux comprendre, et on peut comprendre que ce soit un peu, ça craint. Mais d'un autre côté, certaines, respect. Et le défi, c'est maintenant de transformer. Vous savez, la dernière fois, on a parlé de quoi? On a parlé de Shlomo qui a transformé cette terre de confrontation entre les empires en terre de rencontre, de foisonnement, d'échanges économiques, culturels, spirituels, religieux, avec Jérusalem pour centre. Maaseh Avot Siman Lebanim, je crois que c'est plus ou moins la carte routière qu'on doit suivre et qu'on le veuille ou non, qu'Israël suit. Mais à plus longue échéance. Pas seulement à l'époque de OK, Shlomo, et puis ensuite, encore une fois, c'est le début de la division et de la chute. Mais ici, on vient armer des leçons du premier temple, des leçons de David, des leçons de Shlomo, des leçons de Shaoul, des leçons du second temple, avec les Maccabim, avec Anshe Knesset Agdola, avec les Zugot, avec les Tanaïm, avec Bar Korba, avec Rabbi Akiva. On est une nation avec un héritage. Et une fois qu'on s'est inséré dans cette histoire, quand elle a retenu son souffle, même si maintenant elle reprend son souffle, on est là et pas pour partir. Et être seul, parfois, c'est une bénédiction. Ce n'est pas seulement Bilham qui nous le dit, c'est notre histoire qui nous le dit. Et encore une personne, en citant laquelle je voudrais terminer, c'est le Rav Dr. Herzog. Herzog de la fameuse famille Herzog, qui était le bras droit de Ben Gurion et auquel on a à la fois proposé le poste de grand rabbin d'Angleterre, Yaakov Herzog, qui a dit une chose très simple. À la différence de tous les autres, il a défini une stratégie juive des relations internationales basée sur le Tanakh. Et il a dit que cette stratégie devait être fondée sur 3 principes, l'un desquels, c'est un peuple qui vit à part. Ce n'est pas un handicap, c'est un atout. Un peuple qui vit à part. Assumer sa singularité. Du moment que tu assumes ta singularité, les empires reprennent leur place. Les États reprennent leur place. Ah, ben maintenant on comprend pourquoi vous avez l'air si différent de tous les autres. Parce qu'effectivement, vous êtes un peuple qui vit à part. Pour nous expliquer, s'il vous plaît? Ah, bah ouais, ben, on attend que ça. Venez qu'on en parle. Zéro.
Tout à fait raison. Oh, Tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est très difficile à expliquer. Ça, c'est difficile. Faut qu'on apprenne à parler maintenant. oh, בדיוק, c'est la prochaine étape. הכל, כל יעקב, הידיים, ידי עשיו. Les mains de Esav, on les a depuis Un un bout de certain temps, temps. Maintenant, il faut Akol Yaakov, la voix de Yaakov. parler. Parlez. Faut envoyer à l'ONU notre ministre. C'est une de mes Danny solutions. Danon fait un bon travail. Pardon? Danny Danon fait un bon travail. Ah, Ken, bêta. Il est superbe. Wow. Wow. Merci Ouais. beaucoup. Merci à vous. Les Traot, Shabbat Shalom. Merci. Merci. Et merci pour l'optimisme. Pourquoi? Merci pour nous remonter le moral tout le temps. Et désolé pour le retard. Merci à Johan qui m'a rappelé à mes devoirs. Les Traot. Merci Leitraot, c'était super. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Shabbat Shalom. Y a-t-il plus de centrifugeuses? Hmm. Oh.